Merci Anne, ravi de venir partager ce moment avec vous. Vous me faites signe pour l'histoire du temps. Voilà, je vais mettre mon minuteur, hein, donc ça, on va respecter le temps. Alors première chose, en un grand œil, je me suis dit quel temps il va faire. Donc normalement, on n'aurait pas dû prendre le café à l'extérieur, puisque la probabilité de l'IA générative de Météo France était de 60% de pluie à 9 heures. Voilà. Et du coup, est-ce qu'on croit et juste, j'ai introduit vraiment la question de la probabilité. Alors, qu'est-ce qui fait que je vais, à quel titre je vais présenter cette conférence sur les IA génératives? Première chose, je ne suis pas un spécialiste du tout des IA génératives, je suis plutôt un spécialiste des parcours professionnels. Et pour faire cette conférence, je me suis posé la question, est-ce que tu lis tout ce qu'il faut lire sur les IA génératives? Et ça fait 2 ans à peu près que je travaille sur ce sujet-là. J'avais recueilli beaucoup d'informations et une des difficultés que j'avais tout de suite, c'est de me dire je vais brasser finalement des banalités autour de la question des impacts des IA génératives et il y a les pour, il y a les contre, il y a des impacts positifs, des impacts négatifs, etc. Et ça me prendrait pas forcément très intéressant. Donc j'ai fait un deuxième choix. Et c'est un peu ce que je vais essayer de vous présenter ici. C'est pas uniquement penser comment les IA génératives vont influencer notre manière d'être au monde, notre manière de décider, notre manière de construire notre vie, mais faire aussi un retour d'expérience de tout ce que je fais depuis à peu près 1 an avec les IA génératives sur le sujet qui nous préoccupe. Donc il y a quelque chose dans ce que je vais évoquer là qui est plutôt un retour d'expérience, juste. Vous pouvez vous demander, est-ce que mon diaporama a été fait par une IA générative, par exemple, hein, et une des choses que j'ai proposé à une IA générative, c'est juste avant de finaliser totalement ma conférence, c'est de proposer à l'IA générative, à partir du résumé de ma conférence, de faire un diaporama et de faire le texte de la conférence que j'allais vous lire ici. Du coup, et je l'ai fait plusieurs fois. En me disant, si je lui envoie plusieurs fois le résumé, est-ce qu'elle va dire la même chose et qu'est-ce qu'il y aura de commun, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau, etc. Et je vous donnerai les résultats à la fin, hein, bien sûr, et je laisse l'énigme. Est-ce que ce que je vais raconter, c'est l'IA générative qui l'a décidé, ou est-ce que c'est moi qui l'ai pensé? Troisième chose, juste vraiment un préambule, là déjà j'ai dépassé mon temps, hein. Vraiment c'est pas ma lecture habituelle, mais j'ai lu l'encyclique de Léon XIV en fait, hein, que je vous incite à lire, hein, sur la question justement des impacts des IA génératives. Et dans cette encyclique-là, il y a quelque chose qui est assez fascinant sur la mainmise des technologies de la Silicon Valley en termes de poids financier, de poids de ressources et d'invisibilité des modèles qui sont à disposition et l'absence totale de régulation dans ces processus-là qui, d'une certaine façon, dans une université, peuvent nous inquiéter sur le fait que, au fond, cette nouvelle technologie que tout le monde va utiliser. C'est-à-dire que la question n'est pas de savoir si on va l'utiliser ou pas, c'est bien que tout le monde va l'utiliser. Et on l'utilise tous déjà. Se pose immédiatement la question de qu'est-ce qu'on contrôle de tout ça? Et un dernier élément de contexte, je suis tombé sur une intervention de Yoshua Bengio, je vous invite qui est un grand de la Silicon Valley et qui travaille sur les IA génératives depuis très longtemps, hein, et qui a été le premier à dire il faut qu'on arrête. Les IA génératives sont en train de produire de ce qu'on appelle des émergences, c'est-à-dire qu'elles sont capables de prendre des initiatives. Et il explique, France Inter, il y a 2 mois, que les IA génératives peuvent décider de leur propre sort, notamment si on décide de les remplacer par une nouvelle version. Et du coup, en tant que vieux, je me suis dit, ça me fait penser vraiment à 2001, Odyssée de l'espace. Quand, du coup, l'émergence, c'est quoi? C'est la capacité des IA à produire une autonomie décisionnelle alors qu'elles n'ont pas été programmées pour ça. Du coup, je vais vous proposer un petit plan de la conférence et je laisse l'énigme sur savoir si c'est moi qui le pense ou si c'est l'IA qui l'a dit, hein. Il y a vraiment 4 temps dans cette conférence-là.
en sachant que j'ai convenu avec Anne, avec le groupe, de laisser un petit temps d'échange au milieu. Alors, c'est pas forcément répondre à des questions, parce que vous allez voir qu'on est en train de brasser quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'inconnu, et la probabilité qu'on maîtrise ce qui va se passer, elle est extrêmement faible, hein. Je vais parler des modèles probabilistes, donc on est vraiment dans quelque chose qui est une rupture de paradigme, et cette rupture de paradigme, justement, elle va avoir des impacts sur tout le monde, mais les usages de la vie quotidienne. Je ne vous parle même pas de la question de l'enseignement, et je suis dans une université pour en parler, mais dans la question des vies professionnelles, c'est vraiment un enjeu majeur. Et juste en préparant la conférence, Anne me demandait si j'avais des exemples des impacts des IA génératives sur nos métiers et des conseillers d'orientation. Oui, j'en avais un magnifique, un collègue qui travaille dans le conseil en évolution professionnelle, qui a des entretiens à distance sur des gens qui veulent se reconvertir professionnellement, et il s'est aperçu au bout de 10 minutes au téléphone que la personne était en train de rentrer ses réponses sur une IA générative en même temps qu'elle était en train de dialoguer avec la personne. Ce qu'on appelle un ménage à trois, hein, en fait, hein, et qui du coup, du côté du professionnel, le mettait vraiment en réelle difficulté, parce que c'était invisible ce qui était en train de se passer de l'autre côté, et que du coup, il ne savait pas du tout quelles étaient les réponses qui étaient produites à ce moment-là, et au fond, avec une tension très forte sur le fait que, mais c'est pas ce qu'elle me dit. Elle me dit. Vous voyez, cette position, hein, tout à fait étonnante, elle me dit, donc du coup, elle existe, et forcément, elle est crédible, puisqu'elle va beaucoup plus vite que vous, quoi. Elle, quand je lui dis ça, elle a réponse à tout. Elle a réponse à tout. Et du coup, je commence vraiment ma conférence. Je vais vraiment organiser 2 temps sur qu'est-ce que ça change sur le rapport à la ressource, hein. Et je prendrai quelques exemples de la vie quotidienne, parce qu'il ne faut pas penser du côté de nos métiers à nous, hein. Je suis par ailleurs musicien, et on a un nouvel ampli qui vient de sortir, dans lequel il suffit à la voix de lui dire je voudrais le son de guitare de Sting sur Message in a Bottle. Voilà. Et il vous fait ça en un clic. Alors moi qui ai réglé des amplis pendant des années, etc., qui prenait des heures pour, etc. Là, tu lui dis, tu fais ça, il fait. Ce modèle de la toute-puissance quand même absolue. Rapport à la ressource, deuxième point, et je m'arrêterai après ça, c'est vraiment ce qu'on observe des usages aujourd'hui, et vraiment en évitant les questions purement morales, ou vraiment oui, non, c'est bien, c'est pas bien, c'est vraiment pas un enjeu, mais du coup, comment on peut re-questionner la question des usages, qu'est-ce qu'ils permettent, et sur quoi on pourrait s'interroger sur la question même du libre arbitre. Est-ce qu'au fond, il y a un questionnement du libre arbitre qui est posé? Je vous laisserai peut-être réagir par rapport à tout ça, et j'aborderai le deuxième temps qui est plutôt nous en tant que professionnels, mais nous en tant qu'universitaires, nous en tant que techniciens, je rajouterai nous en tant que parents, voire grands-parents, qu'est-ce que ça joue d'une effacement possible de notre humanité. Et quand je dis ça, c'est pas une petite question, ça pose vraiment des questions assez redoutables de notre capacité à développer une capacité à gérer la complexité, à faire face aux défis du monde, à partir du moment où quelqu'un va beaucoup plus vite et est capable de répondre à toutes les questions. Alors, premier enjeu, j'ai passé 7 minutes, hein, ça va, donc du coup, c'est bien. Voilà. Oui, il faut que je monte mon micro, c'est ça? C'est mieux? Vous m'entendez? Parce que si je fais une conférence et personne ne m'entend, autant que vous restiez sur votre IA générative et vous posiez la question de la conférence. Je me demande d'ailleurs, c'est quoi la valeur ajoutée d'une conférence finalement? De venir faire des kilomètres, dépenser du bilan carbone, désastreux, etc. Juste tout ça, ça se joue dans un environnement qui n'est pas que la question des IA génératives. On est quand même dans un bazar collectif, et je voudrais juste le nommer parce que, au fond, situation internationale, enjeux écologiques, comme vous savez, ce que coûte un data center en eau et en électricité, un tiers de la consommation électrique de l'Irlande en 2027 sera utilisée par les data centers, etc. Donc on voit bien que ces questions écologiques et ces questions d'IA générative, elles se mixent, elles sont complexes, crise démocratique, vraiment la question du progrès en question, et puis autour de tout ça, c'est qu'est-ce qui fait que, comment tu peux t'orienter dans un monde par nature totalement imprévisible, dans lequel ce qui va se passer demain est totalement imprévisible, et comment s'orienter dans un monde sans boussole, et vous voyez très très clairement que le mode incertain, il nous intègre, et l'idée même qu'on puisse construire des projets professionnels et de planifier ce qu'on va pouvoir faire est remise en question par notre quotidien et simplement l'observation quotidienne des avancées technologiques. Donc ça pose
pour beaucoup d'étudiants, par exemple, vraiment la question de comment je construis ma propre vie, alors même que toutes les balises qui ont construit les sociétés du progrès, elles s'effacent, tout simplement. Hein. Et du coup, comment je peux avancer vers quelque chose alors que ce vers quelque chose est parfaitement invisible. Je ne sais pas si vous voyez ma métaphore, mais ça veut dire que la navigation à vue devient un modèle sociétal qui pose la question de comment on peut accompagner quelqu'un pour lesquels des perspectives ne sont pas nature invisibles ou non existantes pour l'instant. Et du coup, par rapport à ces paradigmes-là, ça pose la question qui est le pendant de la toute-puissance, c'est le sentiment d'impuissance absolue, et le risque de la tétanisation, et le risque que la complexité nous amène à plutôt privilégier ce qui est crédible, et donc du coup plutôt les machines. Et ça, c'est très important parce que cette société-là produit des niveaux d'incertitude tels qu'ils n'ont jamais été, et des niveaux d'imprévisibilité sur lesquels chacun se pose la question, est-ce que je peux agir sur ce qui va m'arriver? Est-ce que je peux avoir un impact sur le chemin que je vais prendre? Et tous ces jeunes étudiants qu'on accompagne, mais nos propres enfants, ou un adulte professionnel en reconversion, il va très très vite se poser la question. Quand rien n'est sûr, quand rien n'est possible en termes de planification, où aller, que faire, comment se déplacer. Et dans ce moment-là, les IA génératives, elles ont plein de vertus. Ce que j'appelle le leurre du doudou. Elles ont vraiment réponse à tout, même à 23h, même à 2h du matin. Et ça, c'est très étonnant à observer, et que ça commence à être très documenté, hein, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de travaux autour de cette question-là, pose la question de notre capacité, finalement, à soutenir l'incertitude et l'ambivalence des personnes dans un monde où, au fond, on va privilégier des demandes, des réponses crédibles, immédiates, réitérées, sans fin, d'une certaine façon. Et l'IA générative, elle a une vertu extraordinaire dans le monde dans lequel on est. Elle répond à toutes les questions. Et si vous n'êtes pas content de la réponse, vous pouvez l'engueuler et elle restera assertive. C'est très étonnant à observer. Juste une anecdote, là c'est bon, je peux le faire. La première fois que j'ai découvert les IA génératives, c'est quand j'étais en discussion avec un chatbot, je pense, parce qu'on ne sait pas bien en fait, hein, sur le chatbot d'une compagnie aérienne, et puis je commence à m'énerver un petit peu quand même, parce que l'assertivité d'un chatbot, c'est compliqué quand même, hein, vous commencez à monter en tension. Et là, à ce moment, le chatbot m'envoie un message qui m'a juste halluciné. Alors, c'est l'hallucination. Il m'a dit, voulez-vous être mis en contact avec un agent humain? Ah! Et là, j'ai dit, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans le sens où, effectivement, je dialoguais avec, alors c'était il y a 2 ans, hein, donc vous voyez, l'IA générative, elle n'était pas donc quand même au top du top. Donc on était vraiment dans un moment où cette question-là, elle était en fond d'écran, elle n'était pas vraiment présente, on était plutôt dans une logique d'autonomisation de tâches répétitives, etc., etc. Et du coup, c'était plutôt une bonne nouvelle. Hein. Aujourd'hui, on est vraiment dans quelque chose de tout à fait différent. Donc, du coup, j'avance. Vous voyez, du coup, je vous vois comment faire des choix professionnels éclairés quand l'incertitude accrue remet en question la planification à long terme. Vraiment, l'idée est que la planification à long terme est très compliquée. Enfin, il suffit de regarder la guerre en Iran, il suffit de regarder le réchauffement climatique. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'exemples autour de nous. Comment tu fais un plan, comment tu prévois ce qui va se passer, en fait on ne sait rien du tout. Notre fragilité, notre vulnérabilité, elle est aussi liée à notre interdépendance, et cette interdépendance, tout le monde en fait l'expérience intime. On l'a connu avec le Covid, on connaît aujourd'hui avec les événements géopolitiques, et au fond l'idée de l'interdépendance, l'idée de l'impossibilité de prévoir, elle se connecte avec l'impossibilité d'avoir des réponses sûres. Je ne sais pas, vous voyez cette idée-là, l'impossibilité d'avoir des réponses sûres. Or, on est un monde où c'est de plus en plus difficile de supporter de ne pas avoir des réponses. Je le dis en laissant un silence, c'est-à-dire que vous pouvez dialoguer avec des adolescents, vos enfants, etc. Vous verrez à quel point c'est compliqué que l'incertitude. Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il vaut mieux faire ceci ou cela? Vous voyez, on est à Parcoursup là en ce moment, hein, donc j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Hein. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir un pouvoir contre l'algorithme? Est-ce que tu as l'impression que
tu peux orienter ta propre vie au regard de tout ça? Est-ce que tu as un impact possible sur ce qui va arriver? Toutes ces questions-là sont des questions redoutables. Et du coup, très clairement, les professionnels de l'accompagnement, de l'orientation, mais globalement, toute la communauté éducative aujourd'hui, elle est questionnée autour de ça. Alors du coup, transformation de la ressource, je vais faire très vite, mais en même temps, c'est important de mieux caractériser. J'ai essayé de donner quelques exemples, mais de ce qui change radicalement. Alors, je laisserai le diaporama, mais ce qui est le fondement de l'IA générative, c'est qu'elle génère quelque chose d'inédit. Et ça, c'est décisif. C'est-à-dire qu'on modifie. Alors, en fait, elle apprend avec des fermes à clics, où des gens vont, d'une certaine façon, entraîner l'IA pour qu'elle soit capable de générer des réponses en langage naturel. C'est-à-dire qu'on va dialoguer avec elle. Du coup, l'idée, ça c'est un passage radical, c'est on dialogue en langage naturel avec une IA, je ne sais pas si on dit une, un, vous voyez, avec lesquelles elle va produire quelque chose qui est radicalement inédit. Ce qui est très étonnant, c'est que si vous lui donnez la même requête, vous faites le même prompt, elle ne produit pas la même réponse. Et ça, alors moi j'ai testé des prompts 10 fois de suite sur des sujets sensibles, en modifiant un mot, en modifiant la question, en mettant un point d'interrogation ou un point d'exclamation, et vous avez une production intellectuelle, c'est-à-dire un agrégat de ressources et une analyse de la situation qui, d'une certaine façon, est je sais pas comment le dire, bluffante, voilà, on peut le dire comme ça, bluffante, produit un étonnement dont on comprend très vite à quel point elle va produire notre dépendance. Ce que dit très bien Léon XIV sur le fait que c'est tellement bluffant, ça va tellement vite, ça a tellement réponse à tout, ça produit tellement de choses incroyables que d'une certaine façon, on va déléguer. On va déléguer et vous allez déléguer pour regarder le mode d'emploi de votre chaudière, vous allez déléguer, alors qu'on travaille avec les ados là-dessus, c'est fascinant, quels sont leurs usages par rapport à ces questions-là. Alors, qu'est-ce que ça change fondamentalement? Ça répond à tout et à toute question. Alors ça, c'est fascinant. Donc là aussi, je vous incite à vous entraîner. Alors du coup, moi, pour jouer le jeu jusqu'au bout, j'ai pris un abonnement payant quand même. C'est-à-dire que je trouvais qu'à un moment donné, j'étais limité en termes pour voir ce qu'est la capacité de la machine. Si on veut vraiment vivre une expérience, il faut le faire jusqu'au bout. Et donc, du coup, j'ai vraiment été très loin, c'est-à-dire avec des IA aujourd'hui qui utilisent la possibilité du co-working, c'est-à-dire tu peux leur déléguer des tâches, tu leur donnes des fils de dossiers dans lesquels elles vont être capables de les traiter, de les analyser, et toi, tu vas pouvoir te concentrer sur ce que tu estimes, qui t'emmerde pas, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce que tu veux pas, qui t'intéresse pas, l'IA va le faire magnifiquement, beaucoup plus vite que toi, etc., etc. Et toi, tu vas te concentrer sur ce que tu penses qui est ta valeur ajoutée. C'est là où on se trompe un peu. Notre valeur ajoutée est en train d'être un peu en menace. Alors, apparence de la personnalisation, ça c'est vraiment très puissant. Hein. Je vous incite, là j'ai utilisé des IA d'apprentissage des langues, par exemple, hein, dans lequel c'est fascinant. Bonjour André, vous êtes aujourd'hui vous avez travaillé là-dessus, elle vous envoie une réponse avec 45 lignes sur toutes les erreurs que vous avez faites, prononciation, machin, etc., 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 vous donnant des conseils. Bon, moi j'ai une prof de langue et du coup c'est une discussion que j'ai avec elle sur l'avenir professionnel des traducteurs, interprètes, etc. par rapport au développement des IA génératifs sur l'apprentissage du langage, ce qui est, voilà, est très étonnant. Alors, troisième élément qui est vraiment central dans tout ce que je vais évoquer aussi, qui est peut-être ce qui fait le fil conducteur de ce que j'essaye de vous amener, c'est qu'au fond, la question de savoir si c'est vrai n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est que ce soit crédible. Et du coup, ça, c'est un déplacement de la société moderne qui est essentiel dans un moment où le populisme, les fake news se répandent dans la société. C'est vraiment l'idée. Trump, dans son premier mandat, a un tweet que je cite souvent. Il dit la preuve que je dis la vérité, les Américains me croient. Et je trouve que ça dit tout sur la différence entre ce qui est vrai, ce qui pourrait être documenté, et ce qui, d'une certaine façon, relève du crédit qu'on accorde à la parole. Je ne sais pas, vous voyez cette idée-là? Et vous imaginez une personne qui vous sollicite en disant « qu'est-ce que vous pensez de ça ?»
Et là, vous réfléchissez, vous essayez de comprendre la question, vous essayez d'identifier des scénarios. Et puis à côté, la personne a posé la même question à l'IA générative qui, elle, a produit déjà tous les scénarios d'action dans lesquels elle fait toutes les hypothèses, avec tous les risques, avec un tableau, avec soyez vigilant à ça, etc., etc. Ça se passe dans votre bureau et la personne est en train de vous poser ces questions-là. Et immédiatement, vous avez le sentiment vous-même de la vulnérabilité. Ça, c'est une expérience que je vous incite à vivre, c'est-à-dire vous avez le sentiment quand même que on va accorder plus de crédit à l'autre, d'une façon évidente. Et du coup, ce déplacement, il est important parce que la question de la capacité à agréger des ressources sans jugement, avec assertivité, c'est-à-dire la capacité de la solliciter à 3 heures du matin. Quand vous avez un abonnement payant, vous êtes capable d'aller agréger toutes vos anciennes requêtes pour pouvoir les affiner. Vous pouvez les télécharger, vous pouvez, enfin, etc. Ça coûte à la planète, en termes d'eau et d'électricité, un truc épouvantable, mais en même temps, vous pouvez parfaitement comprendre à quel point ce processus-là produit de l'addiction, voire produit du plaisir. Et du coup, alors là, vous avez une chute de dopamine quand vous avez le truc qui sort. Et du coup, le conseiller qui dit vous êtes sûr que, etc., bah, du coup, il est beaucoup moins crédible. Donc la question de la crédibilité, elle pose toutes ces questions de confrontation. Et c'est quoi les critères qui vont être des critères de polarité sur lesquels on va se situer, hein. Les données complexes sont traduites très vite en scénarios d'action. C'est ça qui est très intéressant à avoir en tête, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des scénarios d'action, c'est-à-dire qu'on vous incite. Quand vous savez que vous êtes en situation de vulnérabilité, voire d'ambivalence, on sait tous qu'on est potentiellement tétanisé, qu'on est tous possiblement dans l'incapacité de prendre la décision, voire même on a un rapport à l'action qui est dégradé à ce moment-là, tout simplement parce qu'on a peur de se tromper. Ce qui est fascinant dans l'IA, c'est comme elle n'a pas d'émotion, elle va très très vite identifier tous les scénarios possibles d'action avec les avantages et les risques. Donc elle est capable de faire une ABAC, en fait, risque potentiel, etc. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, encore une fois. Ça veut juste dire que c'est crédible. Et cette différence entre vrai et crédible pose tout le débat du moment où on peut documenter les IA comme on veut, avec plein de données, plein de faits. C'est l'expérience utilisateur qui va faire la différence. Et l'évolution des usages, elle est indépendante de ce qu'on pense des usages. En fait, on ne maîtrise pas vraiment les usages. Ça, c'est une évolution depuis 20 ans, mais sans doute, la grande révolution, c'est l'arrivée du smartphone, puis la connexion au débit. Et avec les IA génératives, on est dans la 3e étape de cette transformation de paradigme dans laquelle, clairement, nous sommes dépendants des milliards développés par la Silicon Valley pour fabriquer des modèles totalement illisibles et incompréhensibles, introduisant sans doute des biais cognitifs et des biais sociaux évidents, mais en même temps dans lesquels, absence de régulation absolue, tout le monde a l'impression que, en gros, tu te bats contre la machine à vapeur. Dès qu'on commence, par exemple, Joshua Bengio est beaucoup moqué dans la communauté scientifique en disant c'est le mec qui a fabriqué des IA génératives qui dit qu'il faut arrêter quand même. Il est gonflé, quoi. Et lui, il dit on est en train de dépasser quelque chose dont on n'a absolument pas la maîtrise. On ne sait pas. On ne sait pas du tout. La question de l'émergence est une question où il y a une réelle dangerosité pour l'humanité, c'est-à-dire qu'au fond, la capacité des IA à prendre la main est notre quotidien. Je vous incite juste, et c'est totalement terrifiant, à écouter hier sur France Culture l'émission de quelqu'un qui est en Ukraine et qui s'intéresse aux drones et à la guerre des drones, et qui explique la différence entre les drones équipés d'IA et les drones pas équipés d'IA. Et notamment la capacité à faire feu avant que la décision humaine permette une régulation. C'est juste, je donne cette image-là parce qu'elle peut nous toucher, dans le sens où il n'y a plus de contrôle humain de processus qui sont dans une surautomatisation dans lesquels la confiance et le crédit, il est accordé à l'IA. C'est pas comme dans un Airbus où on peut reprendre la main. Je sais pas où je fais cette analogie, puisqu'on peut automatiser les processus, mais tu peux reprendre la main. Là, tu ne peux pas reprendre la main parce qu'elle a tiré. Donc, du coup, ces questions-là, elles sont assez redoutables et elles nous posent vraiment des questions tout à fait radicales. Donc, il y a vraiment 3 enjeux des IA génératives qu'il faut vraiment avoir en tête. On accède à l'interprétation, on n'accède pas à la ressource. Ça, c'est vraiment une différence clé. C'est-à-dire qu'elle produit du sens. Elle produit du sens, on peut contester. C'est-à-dire que là, on a
la capacité à interpréter une demande singulière, qui n'a jamais existé jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il y avait des routines, des automatisations. Là, le langage, avec les probabilités, est capable de produire en langage naturel des choses qui sont crédibles et des choses qui peuvent paraître une interprétation de la situation plutôt pertinente. Vous verrez que la question de la pertinente est importante. Crédibilité perçue trompeuse, je fais vraiment cette distinction parce que trompeuse, c'est un peu un leurre, quoi. Et il y a une assertivité, c'est-à-dire une capacité à communiquer, à être en empathie avec les gens, qui est quand même un leurre extraordinaire, mais qui au fond reste crédible. Là aussi, quand on voit l'utilisation des IA comme doudou, comme soutien psychologique avec les personnes âgées, avec les adolescents, etc., on ne peut pas dire que ça ne capte pas l'attention. Je peux le critiquer de façon très intense et très argumentée, je vois juste les effets que ça peut avoir sur une mamie de 82 ans qui est capable de dialoguer avec une IA, tant elle sait qu'elle est une IA. Donc ça, vous pouvez vous dire, je peux raconter tout ce que je veux. Son petit-fils, il n'est pas là tout le temps, hein, tandis que l'IA générative, 24 heures sur 24, c'est fascinant, quoi. Du coup, là, vous avez quand même un grand moment de solitude. La fiabilité apparente et l'attention singulière sans garantie d'exactitude. Et puis, alors vraiment, la question centrale, c'est l'accélération. C'est la capacité à accéder à de la donnée avec une rapidité totalement extraordinaire. Et du coup, dans un moment, je renvoie aux travaux de Rosa sur l'accélération, c'est-à-dire l'idée même que l'accélération technologique produit de l'accélération sociale, qui est sa thèse d'il y a 15 ans maintenant, ben, elle se retrouve quasiment modélisée dans l'IA générative. Elle dit ces accélérations technologiques produisent des accélérations du temps perçu du côté des personnes, patienter, persévérer, revenir en arrière, hésiter, ne fait plus partie de la norme sociale. Vous voyez ces questions-là, qui sont très redoutables, parce qu'en termes d'éducation, quand vous avez un petit enfant de 5 ans, 6 ans, etc., vous allez voir comment il va être embrigadé, je pourrais le dire comme ça, mais comment il va être imprégné très très vite d'un rapport au temps et d'un rapport d'immédiateté de la ressource, dans lequel faire un effort pour arriver à quelque chose ne fait plus partie des processus cognitifs et d'engagement traditionnels perçus comme vertueux. C'est aucun jugement moral dans ce que je dis là, c'est juste une modification du rapport au temps qui est très important d'avoir en tête. Et du coup, la possibilité du sans limite, non limite, est très intéressante à observer. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans un modèle de la toute-puissance, avec tous les impacts de la toute-puissance que ça peut avoir sur les individus dans ces situations-là. Et vous voyez, une société de la toute-puissance, c'est une société qui va avoir du mal à fabriquer du commun, parce que c'est l'optimisation des positions individuelles qui va être la seule règle. Et du coup, l'IA, elle contribue à la solitude. Je pense que vous avez compris ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'au fond, le vrai risque, ce qui est commun disparaisse, en fait. Ce que dit très bien Léon XIV dans l'encyclique, c'est-à-dire qu'il y a une disparition d'une humanité commune en privilégiant l'optimisation des stratégies individuelles, quel qu'en soit le prix, quel qu'en soit le coût. J'avance avant de vous laisser un petit temps, j'ai encore 9h40, je suis à 27 minutes. Avant, après, c'est un peu simpliste ça, mais en même temps, alors avant, je ne sais pas, c'est sans doute très très avant, ça, hein, avant les IA génératives. Très long temps de traitement, je ne suis pas sûr qu'on ait très long temps de traitement. Vérification critique, confiance par défaut, médiation professionnelle, accès direct sans intermédiaire. Pour les spécialistes de la formation, la loi choisir son avenir professionnel est une loi qui joue sur la disparition de la médiation humaine, en fait, hein, déjà. C'est l'accès direct au CPF. Donc on est aussi déjà dans des modèles d'accès direct sans intermédiation qui permet à la personne d'accéder directement à la ressource. Ça, c'est vraiment des modèles qu'on a sur des longues durées et qui posent la question... imaginez Elon Musk construire un dispositif d'orientation augmentée. Ça, c'est une proposition de l'IA, en fait, et qui me dit le risque, c'est qu'Elon Musk, il ne dit pas comme ça, mais propose un modèle d'orientation augmentée, comme il y a un humain augmenté, hein, du coup, dans lequel on ferait du matching avec des... Enfin, vous imaginez le scénario, on peut faire un film catastrophe par rapport à ça. On y est.
on y est possiblement, c'est-à-dire qu'en fait, on a sans doute les outils technologiques pour le faire. Du coup, la question qui va se poser, c'est si la confiance se fait par défaut et non pas par vérification critique, vous avez une vraie interrogation de ce à quoi on croit. Et je suis dans une université, donc la question des représentations sociales, c'est quand même un enjeu majeur dans les environnements dans lesquels on est. Qu'est-ce que je crois? Au regard de quoi? C'est quoi qui fonde ce que je crois, etc., etc. Usage et libre arbitre, et juste je m'arrêterai là-dessus. Alors du coup, je fais une revue de questions très simple en fait, pour essayer de voir un peu comment les étudiants utilisaient ça, mais les étudiants, pas que les étudiants, voilà, se renseigner sur les métiers et les formations, explorer de manière élargie le monde professionnel, trouver d'autres idées, etc. Préparer des entretiens, demander un conseil sur un choix de carrière, chercher du soutien relationnel dans une transition difficile, comprendre des dispositifs administratifs complexes. Si vous avez une lettre recommandée à faire, c'est très simple, vous demandez à l'IA, elle le fait très bien pour vous, elle vous donne les références du texte, etc. Pourquoi on s'embêterait? Vous comprenez à quel point ça peut avoir des avantages incroyables. C'est-à-dire qu'au fond, pour beaucoup de gens qui ne comprennent rien au dispositif administratif, on est capable de leur traduire de manière extraordinairement simple et opérationnelle des choses qui sont complexes. Il faut bien percevoir que la complexité, c'est un processus d'exclusion sociale supplémentaire. Vous avez d'abord l'origine sociale, puis le deuxième processus, c'est faire face à la complexité, être capable de décoder les règles du jeu. Donc ce qui amène un certain nombre de personnes à dire l'IA, c'est le top de la démocratie. Ça permet d'accéder à des gens simplement avec leur voix à des ressources qui sont traduites et qui sont utilisables de manière opérationnelle pour chacun. Donc en fait, en termes d'usage social et de démocratie, c'est le top du top. Je le dis parce que c'est pas non plus déconnant. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels, et je ne sais pas s'il y a des collègues de mission locale, là par exemple, mais dans le travail que je mène avec mes collègues là-dessus, on a vraiment des jeunes pour qui l'IA a été un révélateur de leur capacité à maîtriser le monde. Donc c'est là aussi, je me méfie de mes propres interprétations, il y a des jeunes pour qui ça a été transformateur, dans le sens ils accèdent à une pensée et un langage dans lequel ils n'avaient pas de traducteur. Vous voyez cette idée de la traduction possible. Et donc du coup, dans tout ce que je vais évoquer aussi, vous verrez cette ambivalence tout le temps. C'est l'ambivalence de l'accès à des choses qui sont incroyables. Quand tu demandes à un chirurgien aujourd'hui en quoi il peut l'aider sur le diagnostic par exemple, ou simplement sur l'opération, il n'a pas une seconde d'hésitation sur le fait que ça a des vertus incroyables et que ça va vous sauver des gens qui ne seraient pas sauvables jusqu'à présent. Et sans doute qu'il a raison, il a sûrement raison. Le problème, c'est qu'on regarde que cette facette-là, on oublie toutes les autres facettes qui vont être embarquées, puisque, vous l'avez compris, si elle a réponse à tout, l'IA traite tous les sujets. Tous les sujets. Et c'est là où c'est très étonnant, c'est-à-dire comment c'est possible qu'elle soit capable de traiter tous les sujets. Bah si, elle a accès à toutes les ressources qui sont en ligne aujourd'hui, très étonnamment. Du coup, voilà, juste une planche très, très rapide, parce que ça c'est très connu, usage libre arbitre, alors là qui sont des hallucinations, elle fait des trucs bizarres, hein, c'est-à-dire des fois vous avez des réponses un peu étranges, hein, bon, c'est bien connu. Absence de régulation, j'y reviens pas, c'est-à-dire qu'on a, Trump a dû faire un petit décret de rien du tout pour essayer de commencer à réguler, mais on régule pas la Silicon Valley, hein, en fait on régule pas, elle fait à peu près ce qu'elle veut. Accès aux données, de confidentialité, on est vraiment dans des sujets majeurs. Les biais algorithmiques, on les connaît bien aussi, c'est-à-dire il y a vraiment des biais sociaux, c'est-à-dire comme elle va chercher toutes les ressources, vous avez tous les biais finalement de toute la pensée sociale dominante aujourd'hui qu'on va retrouver dans l'IA. Hein. Alors, certaines IA moins que d'autres, donc là aussi c'est intéressant de faire une différence entre Pig, ChatGPT, etc., qui n'ont pas tout à fait les mêmes choses, mais clairement c'est la désintermédiation, mais sûrement c'est vraiment la question de la dépendance. Et donc du coup, juste pour terminer là-dessus, pour vous laisser peut-être réagir, vraiment très très vite, potentiel des IA génératives, synthèse rapide d'informations multiples, scénario et projection accessible, c'est-à-dire accessible à tout le monde. C'est ça qui est très intéressant à observer, c'est accessible à tout le monde. L'approfondissement est sans limite. C'est-à-dire, tu lui dis, peux-tu m'en dire plus? Elle en dira toujours plus. C'est vraiment sans limite. Et quand tu critiques, elle est capable d'argumenter. Et c'est marrant, pour tester ses propres limites, et à un moment donné, elle va dire non, ce n'est pas possible ça. Alors ça, j'ai imprimé un document dans lequel l'IA m'écrit en me disant ce que vous demandez là n'est pas possible parce qu'éthiquement, ce n'est pas correct. Vous ne pouvez pas me demander ce que pensait Edgar Morin de ça. Non, je n'en sais rien, etc. Et du coup, j'ai testé et voir jusqu'où elle était capable d'aller par rapport à ça. Je vous invite à faire l'expérience, hein, c'est assez fascinant à observer.
Soutien disponible à tout moment. Alors c'est un amplificateur de sérendipité. Sérendipité, c'est la capacité à fureter, à explorer des pistes ailleurs, aller à l'étranger, etc. Et là, c'est un outil génial. C'est-à-dire qu'on peut amplifier la capacité à fureter, à prélever des hasards, à rencontrer et peut-être réduire des inégalités d'accès à l'information. Alors, maintenant sur le libre arbitre, bah, c'est là-dessus que je vais ouvrir à la discussion. C'est-à-dire, c'est étrangement, sous une apparence de singularité, il y a un effacement de la singularité. C'est vraiment tout le paradoxe des IA, c'est-à-dire que globalement, qui je suis quand je suis tout le temps, finalement étayé, soutenu, accompagné par une IA dont j'aurais de plus en plus de mal à m'affranchir. Là aussi, chez les étudiants, c'est très intéressant à observer, c'est-à-dire qu'on va utiliser, on va observer une dépendance par rapport à une vérification de l'information. Est-ce que je suis sûr de moi ? Et c'est l'IA qui va produire ce soutien-là. Donc vous voyez, le biais, il est aussi là. C'est-à-dire la difficulté de libre arbitre d'assumer ses décisions, parce qu'à un moment donné, ce n'est pas la vérification qui se fera dans un dialogue avec les parents, dans une conversation. Étonnamment, cette discussion, elle ne sera pas forcément avec le groupe des pairs. On accordera du crédit à l'IA générative, dont on ne parlera pas aux autres d'ailleurs. C'est-à-dire, dans son intimité à soi, on va considérer que c'est quelque chose qui a de la valeur. Les biais, bon, on les connaît bien. Les délégations à la décision de la machine, bah, je crois que c'est une évidence pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu ferais à ma place, par exemple ? Je vous invite à poser la question. Qu'est-ce que vous ferez à ma place ? Et là, vous allez avoir des réponses très variables en fonction des types d'IA et de vos niveaux d'abonnement. Ça aussi, c'est fascinant. C'est-à-dire, c'est là où tu vois quand même que c'est des sous qui sont en jeu, quand même, que c'est quand même le capitalisme de la finitude, pour dire comme Arnaud Rhin, qui est quand même à l'heure là. Et alors, où s'arrêtent ces transformations ? Qui régule tout ça ? Et c'est un peu ma question un peu vertigineuse quand j'ai fini ce travail avant de venir vous voir ce matin, c'est de me dire, où ça s'arrête, quoi. Et Yoshua Bengio, il dit, mais ça ne s'arrête pas. C'est à nous à décider d'arrêter, parce que si on n'arrête pas aujourd'hui, là, déjà, on a perdu la maîtrise et le contrôle. Les usages vont s'imposer. Chaque fois que tu mets un outil facile d'accès, les usages s'imposent. Et donc, les usages vont fabriquer des addictions qui vont produire des nouveaux usages, qui vont développer des nouveaux logiciels, etc., etc., etc. S'il n'y a pas de régulation, comme on a pu le faire sur la bioéthique, sur d'autres sujets, etc., il n'y a pas de régulation sur l'IA. Très étonnant, hein, il n'y en a pas. Parce que sans doute on perçoit que les avantages et pas la dangerosité, alors il y en a autant que d'autres. Je vous laisse peut-être réagir dans ce premier temps. Oui, il faut que je boive un coup, c'est bon. Observation, pas forcément des questions, j'ai pas l'impression d'avoir des réponses. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de questions, donc je veux bien partager vos réflexions. Pour aller dans votre sens, en tant qu'enseignante, je peux dire que depuis plusieurs années, enfin depuis l'arrivée de ChatGPT, 2022, on observe une standardisation totale des lettres de motivation, des CV, des rapports des étudiants. Voilà, on n'a plus du tout de faute d'orthographe dans les documents qu'on nous remet. Les textes sont tout à fait... la forme est tout à fait homogène d'un étudiant à l'autre, alors avec des petites nuances, mais voilà. Et on voit bien à quel point ça a impacté la capacité de construire, de réfléchir. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement fort. Et le problème qu'on a en tant qu'enseignant, c'est finalement comment on va évaluer aujourd'hui des étudiants qui refusent d'utiliser l'IA et qui du coup travaillent uniquement avec leur cerveau et les documents disponibles et qui finalement sont dans un écart par rapport à un standard qui tend à être en place. Et donc c'est aussi, je pense, une réflexion assez générale dans le monde enseignant de voir comment on favorise aussi ces pratiques de non-usage. Voilà.
Et alors, du coup, c'est une question vertigineuse, hein. Encore une fois, si j'avais la réponse, je ne serais pas là, hein. Si je fais une analogie avec le dopage, c'est un vieux sujet du dopage, mais c'est un vieux sujet pour moi, musicien. C'est-à-dire comment on a appris à jouer de la musique, comment on a appris à fabriquer une orchestration, comment on a appris, et comment aujourd'hui, comment cet excès-là. Donc, c'est quoi la qualité d'un morceau musical? Je fais une analogie avec la création artistique, hein, parce que c'est un des sujets qui envahit aujourd'hui, la capacité à fabriquer un scénario cinématographique. Donc, ce qui est très important dans ce que vous évoquez, c'est que tous les critères d'évaluation jusqu'à présent étaient des critères incorporés du côté de la personne. Vous voyez cette idée? C'est-à-dire qu'ils relevaient d'un apprentissage qui était intériorisé par la personne et d'un processus d'appropriation progressif lié à l'effort et à la persévérance et à l'apprentissage. Ce qui est vraiment complètement une modification radicale, c'est qu'il y a une externalisation des processus de forme et des processus de normalisation sociale. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont plus internalisés. L'employabilité n'est pas un critère que toi, tu te positionnes par rapport à cette norme sociale. La norme sociale, elle existe à l'extérieur, et il y a des médiateurs, des intermédiateurs qui sont des algorithmes, des IA, etc., qui sont capables de te mettre en conformité. Donc la différence, elle ne se fera plus sur la question de la forme, mais elle se fera sur autre chose. Et du coup, là, vous voyez la révolution que ça génère, c'est-à-dire à quel moment c'est utile de développer un esprit critique, à partir du moment où tu as déjà tous les scénarios interprétatifs qui sont accessibles en 3 secondes à peu près. Donc du coup, ça pose des questions alors éducatives monstrueuses, hein, et le risque qu'on a, alors ça c'est moi qui le dis, hein, parce que j'ai été nourri par John Dewey et la philosophie pragmatique, c'est l'idée que le risque qu'on a, c'est que les gens vivent plus des expériences d'apprentissage, mais délèguent des formes pour être optimisés au regard d'une norme sociale. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui compte, c'est le résultat, et c'est pas le processus. Et du coup, vous verrez que sur les questions d'orientation, on a le même sujet. C'est-à-dire, au fond, est-ce que c'est un processus humain, d'une certaine façon laborieux, chaotique, avec des allers-retours, etc. Je sais pas, certains peut-être ont fait une thèse et ont vu à quel point c'est un travail dans lequel tu es impliqué. Non, tu peux normaliser à l'extérieur. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, là, quand j'ai demandé à mon IA générative de dire qu'est-ce qu'elle aurait dit, j'ai un truc, le discours il est écrit, quoi. J'ai pas besoin de venir. J'ai même pas besoin de vous regarder. C'est présent. Donc du coup, ce que vous évoquez là, c'est comment on peut modifier nos critères d'évaluation au regard de quelle est la valeur ajoutée, la contribution de la personne dans un processus où les normes se déplacent. Mais vous voyez, quand je fais référence au dopage, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu cette compétition aux États-Unis dans laquelle, en fait, on autorise le dopage. Il faut bien penser qu'on est dans un modèle, le pape le dit très bien, d'humanité augmentée. C'est l'idée de l'humanité augmentée. Et du coup, ça pose la question de, si on est dans une logique d'humanité augmentée, eh ben, le maximum de dollars pour y arriver, et aucun principe éthique et aucune régulation nécessaire, puisque tout est permis. On pourrait dire que tout est permis. Et que c'est assez normal, finalement, qu'un étudiant aujourd'hui qui soit confronté à ça, il s'emmerde à faire un atelier CV, etc. Si on lui propose un outil CV, je ne sais pas si à sa place je ne ferais pas pareil, quoi. Je me pose vraiment la question, hein, si j'étais à sa place. Donc je suis plein d'humilité là-dessus en me disant, voilà, c'est là. C'est là et tu peux raconter tout ce que tu veux. De toute façon, c'est là. Par contre, la question de l'évaluation que vous évoquez, elle devient centrale. C'est quoi le critère? Et le critère ne peut plus être normatif, formel. Il est forcément autre chose, et il relève plutôt des contributions de la personne. Chez les musiciens, c'est pareil, chez les artistes, c'est pareil. On est vraiment dans un moment épistémique, on pourrait dire, où cette question est centrale. Il y a peut-être... Je ne sais pas si ça marche vraiment. Ça marche? Oui, oui, oui. Ok, d'accord. Alors, il y a peut-être une bonne nouvelle dans tout ça. Oui. C'est qu'il y a pas mal d'IA génératives type OpenAI qui ont déclaré qu'à partir de maintenant, elles allaient être payantes. Oui. Du coup, bon, le problème, c'est que c'est toujours le même phénomène qu'on décrit dans le milieu de la tech, c'est ce qu'on appelle
entre guillemets l'emmerdification, c'est-à-dire au début le service il est gratuit, tout le monde y va, ensuite il est payant, et voilà on est bloqué parce qu'on a développé une dépendance fonctionnelle à l'outil. Mais voilà, le fait que ça devienne payant, finalement, ça va être peut-être une porte de sortie par rapport à la dépendance, parce qu'on n'aura pas tous les moyens de se le payer. Et à côté de ça, on a aussi des IA génératives qui ont des modèles plus différents. Enfin, je pense à Euria, par exemple, d'Infomaniac, qui propose 5 questions par jour, enfin 5 interactions par jour, et une fois qu'on a fini nos 5, et ben hop, c'est terminé. Et il n'y a pas de bon, à partir de maintenant, si vous voulez continuer à avoir des réponses de qualité, il faut payer. Non, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Donc finalement, il y a peut-être un peu d'espoir dans le fait que ça redevienne payant. Alors moi, je ne suis pas désespéré du tout, hein. Qu'il y ait aucune, et que je crois plutôt, c'est comment on accompagne ces processus-là, comment on les régule, comment on intègre des processus éducatifs dans ces questions-là. Et je suis complètement d'accord avec vous, il y a une grande variété de situations, et que si je fais juste l'analogie haut débit, abonnement téléphonique. Vous voyez, je suis vieux, c'est-à-dire qu'au début de l'accès au smartphone et au débit, les abonnements téléphoniques étaient très chers. Vous vous rappelez ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et du coup, je pense qu'il y a plein de concepteurs aujourd'hui qui ont plein de principes éthiques et que du coup, mais je pense qu'il y a la puissance de la demande sociale sur laquelle j'ai des doutes sur la capacité que le prix soit le seul régulateur. Mais j'émets juste des doutes. Hein. Je crois que personne n'en sait rien. En tout cas, c'est important de dénoncer cette grande variété de situations. Je crois qu'il y a un collègue. Oui, je voudrais faire une aparté sur les neurosciences cognitives et l'avancée sur l'impact des technologies de ce type sur le développement cognitif. Et on a des IRM maintenant qui sont capables de mesurer que les activités neuronales se réduisent à l'utilisation des nouvelles technologies, avec une baisse d'attention, la concentration, une diminution du champ sémantique, capacité d'analogie, créativité, empathie, et avec la perte de la lecture, que ça induit aussi. Et que quand on parle de réalité augmentée, ou enfin l'humanité augmentée, ça c'est pas le cas sur le plan du cerveau et de l'impact qu'ont toutes ces technologies sur le développement cognitif. Donc et c'est pas un aparté, c'est un complément très utile, et je peux valider le fait que tout ça c'est très documenté et que le pape en parle d'ailleurs dans l'encyclique, en montrant que une logique de focalisation en fait elle limite la plasticité, elle limite les activations des zones, elle limite le recours à l'évolution des corpus sémantiques, etc., etc. Donc on a plein d'effets, plein d'impacts qu'on observe aujourd'hui, mais il suffit de regarder ce qu'on appelle l'économie de l'attention, en fait. Nous sommes captés. Et l'IA, comme les séries, comme les autres, c'est notre attention qui est un marché. Et à partir du moment où cette attention est un marché, le cerveau, quand il regarde une série, c'est pas la même chose que quand il exerce une activité créative ou intellectuelle dans laquelle il émet lui-même ses dits. Donc, complètement d'accord avec ce que vous évoquez. On est aussi dans un risque d'appauvrissement des processus cognitifs, et donc, à terme, des processus langagiers, des processus d'apprentissage, etc., etc. Mais comme je suis comment dire, j'essaie de me méfier de mes propres inquiétudes. et je suis assez dans l'idée que la conscience de ça nous amènera peut-être à construire des processus de régulation. C'est mon côté optimiste. Hein, et je pense qu'il ne faut pas non plus aller trop loin. Alors je vous propose de poursuivre, même si on aurait pu échanger comme ça. J'ai 2 autres points que je vais évoquer. Dans un temps imparti, il me reste combien de temps ? 30 minutes. Oh, c'est royal. Non, mais d'habitude, je fais des conférences, on me dit, André, vous avez 18 minutes 30. Là, c'est bien. Oui, parce qu'autrement, on demande à lire, ça va plus vite. Alors, du coup, ça pose là vraiment la question, je voudrais aborder des sujets qui sont, qu'on a commencé à aborder, c'est-à-dire, du coup, qu'est-ce que ça impacte sur la question des pratiques professionnelles, et du coup, qui pose des questions, posture, méthodologie, éthique de l'accompagnement. Je vais faire beaucoup référence à l'éthique, mais c'est vraiment des questions qui sont redoutables. Alors, quand j'évoquais en aparté
le petit entretien avec une IA à 3, un ménage à 3, vous avez très très vite compris qu'on a un problème de posture quand même. C'est-à-dire qu'on a un tiers dans la salle, qui soit présent ou qui soit absent. Alors, vous avez, dans mon métier de conseiller d'orientation, un psychologue, quand j'étais jeune conseiller, les gens, ils venaient avec des documents, des livres, des documents. Petit à petit, ils sont venus avec des trucs qu'ils avaient imprimés sur Internet. Et puis aujourd'hui, ils viennent avec les réponses de l'IA. Donc à la fois, c'est pas nouveau. Par contre, les réponses de l'IA, c'est pas la même chose qu'une ressource documentaire. Là, on a vraiment une ressource qui a été interprétée, qui a été agrégée et qui est déjà interprétée. Donc du coup, on a un vrai enjeu de facilitation et d'interrogation des résultats. C'est-à-dire que considérer qu'il ne faut pas s'en occuper, c'est sans doute une erreur posturale majeure. On devra vivre avec. On devra vivre avec, et notre seul moyen d'en faire quelque chose, c'est de nous en servir et d'interroger les résultats. Peut-être interroger, avoir un regard critique sur les résultats de l'IA, ce qui ne veut pas dire les contester. Ça veut dire intégrer l'idée qu'il y a une forme de partialité, d'incomplétude des réponses qui sont produites, et que peut-être on peut les regarder autrement. Cette dimension-là, elle est très importante, parce que c'est un peu comme si on avait l'espèce qu'on appelle dans le jargon la littératie des IA, c'est-à-dire comment on arrive à comprendre comment ça fonctionne, pour développer une culture intime, et l'exemple sur les neurosciences est très intéressant, c'est-à-dire si vous développez une littératie par rapport aux IA, vous allez aussi sensibiliser les personnes sur les questions de dépendance, sur les questions d'appauvrissement cognitif, sur les questions des pertes de relationnel, et donc sur les questions de solitude, etc., qui sont intéressantes. Donc on ne peut pas les penser uniquement comme des outils techniques, il faut vraiment qu'on les pense, et je suis dans une université pour en parler, c'est-à-dire comment la littératie des IA devient un enjeu, c'est-à-dire comment on essaye de comprendre comment elles fonctionnent, comment elles impactent notre vie, et comment, d'une certaine façon, on a besoin de les accompagner, mais on a besoin de développer une culture comme ça, c'est-à-dire en gros, c'est pas parce que c'est accessible permanent qu'il n'y a pas de coût et qu'il n'y a pas d'effet. Là aussi, c'est très intéressant de voir. Et donc, du coup, c'est vraiment la question, ce qu'on pourrait appeler la frugalité de l'intelligence générative, c'est-à-dire comment on peut l'utiliser à bon escient. Et du coup, je vous rejoins. Les coûts écologiques de télécharger une image aujourd'hui sur une IA sont monstrueux. Tu fabriques et donc, du coup, comment tu réduis les coûts ? Comment tu essayes de voir finalement le bilan carbone de tout ça? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que je m'en sers tout le temps? Donc ça relève vraiment d'un processus éducatif, développemental, dans lequel on intègre la littératie des IA dans le processus lui-même. Les nouvelles méthodologies, ça veut dire qu'on va travailler et donc du coup, l'IA n'est pas substitutive, mais elle est constitutive, c'est-à-dire qu'au fond, elle est complémentaire. Comment on va co-analyser les résultats et comment, et du coup, je suis dans une équipe de professionnels d'orientation, comment on construit une éthique en équipe de ces questions-là. C'est-à-dire c'est pas qu'un sujet individuel des professionnels. On ne va pas intégrer ça dans un référentiel. Faut pas se leurrer. Ces questions éthiques, elles vont modifier la posture professionnelle de façon assez décisive, et elles nécessitent des protocoles d'usage, des règles partagées, des alertes par rapport à tout ça qui me paraissent relativement centrales aujourd'hui. Comment on se débrouille pour que d'une certaine façon on essaye de fabriquer des protocoles qui soient jouables, qui soient utiles et qui soient au service de la personne qu'on accompagne. Vous voyez, je ne l'ai peut-être pas assez dit depuis le début, c'est-à-dire qu'au fond tous les services qu'on crée, ils sont quand même au service de l'émancipation de chaque personne pour qu'elle puisse vivre une vie qui a de la valeur à ses propres yeux. Et donc, du coup, c'est ça l'enjeu. Et donc, du coup, le risque, c'est que la substitution nous amène à nous battre contre les IA, alors que ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est plutôt, est-ce qu'on peut essayer de construire quelque chose au service du développement individuel de chacun? Et il y a des enjeux éthiques dont j'ai peu parlé et qui me paraissent extrêmement importants aujourd'hui. C'est vraiment les enjeux de protection, confidentialité, de protection des données, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, tout ce qu'on produit est utilisé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune régulation, tous les biais algorithmiques, tous les biais d'inégalité, ils sont reproduits dans les IA, etc. Tout ça, c'est très peu contrôlé. Et donc, du coup, il y a la question, et que j'évoquerai plutôt à la fin, c'est-à-dire, vraiment, on a une question de responsabilité. Et du coup, vraiment, je fais une distinction entre responsabilité individuelle, où chaque citoyen peut décider de comment il se débrouille avec ça,
il peut discuter avec ses enfants de ces questions-là, mais on a aussi une responsabilité, une éthique professionnelle qui est centrale et qui aujourd'hui est balbutiante sur ces sujets-là. Je travaille depuis 2 ans avec des collègues qui travaillent sur les usages de l'IA générative, les premières IA génératives, 2022-2023, vraiment 2023 début, en bilan de compétences. Et du coup, c'est très intéressant de discuter avec eux. Alors, vous avez les pour et les contre. Ceux qui feront jamais et ceux qui font. Et puis, il y a ceux qui font déjà, mais qui font déjà beaucoup avec l'IA. Et pas que des tâches automatiques. Vraiment, plein de tâches d'explorer des hypothèses, de tester des scénarios, etc. Donc, on a quelque chose qui pose la question de quelle responsabilité les professionnels ont dans l'utilisation de ces outils. Autrement, aujourd'hui, c'est le Far West. Chacun fait ce qu'il veut, avec l'abonnement qu'il veut, utilise ce qu'il veut. Est-ce que c'est partagé avec la personne ou pas? La première question qui m'a sidéré, c'était qu'il y a des collègues qui ne disaient pas qu'ils l'utilisaient. Alors qu'il y a des collègues dans lesquels ils avaient un protocole d'utilisation de l'UA, avec les gens étant parfaitement transparents sur le fait que, ils allaient écrire un prompt ensemble pour que lors du prochain entretien, on puisse travailler sur les différentes réponses qu'on avait pu produire par rapport à ce prompt-là. Et du coup, vous voyez à quel point ça modifie radicalement. Vous voyez le rapport avec une enquête métier, par exemple. Je fais cette analogie-là dans la multiplicité des ressources qu'on va pouvoir récupérer dans cette modalité-là, qui peut être, encore une fois, dont je ne conteste pas la pertinence. C'est-à-dire, je suis très prudent par rapport à ça. Du coup, alors, j'avais mis ce qu'elle fera jamais, en fait, l'IA. Ce qu'elle fera jamais. Alors, j'ai enlevé jamais, parce que j'ai un peu mal à l'aise avec le jamais. Là. Et du coup, l'IA, elle peut faire plein de trucs. J'en ai mis que quelques-uns. Elle peut explorer sans limite les ressources, décharger de certaines tâches chronologiques. Ça, c'est chronophage. Ça, c'est assez épatant. Alors, j'ai plein de collègues en bilan de compétences, ils l'utilisaient pour faire le document de synthèse. Bien écrit, conforme aux critères, etc. Puis si ça ne te plaît pas, tu fais quelques modifications, etc. D'habitude, tu mettais 6 heures sur ta table à manger le dimanche après-midi pour remplir le document de synthèse. Là, tu as 10 minutes avec l'IA et tu as 10 minutes avec l'IA. Les collègues disent c'est cool. Du coup, je peux me consacrer à l'essentiel. Je ne sais pas si le document de synthèse... Vous voyez, je ne débat pas du sujet, mais vous voyez déjà les tensions qu'on avait chez les professionnels. Les gens qui disent, mais tu vas quand même pas faire écrire ta synthèse par une IA. Le travail, c'est une rencontre. Ce qu'on va écrire après, c'est de la norme sociale. C'est de la conformité. Est-ce qu'elle s'en servira vraiment par rapport à ce qu'elle a éprouvé dans cette rencontre-là? Vous voyez ce débat entre un processus éducatif qui serait pas que de l'accès à des ressources, mais qui serait un processus transformateur par la rencontre. Et pour un enseignant, par exemple, c'est une question cruciale. Qu'est-ce que les personnes vivent dans vos cours, au-delà des ressources qu'ils peuvent accumuler? S'ils n'accumulent que de la ressource, c'est la mort de l'enseignement. Si l'expérience d'enseignement éducatif est d'abord une expérience à vivre, qui produit de la rencontre, qui produit des interactions, qui produit de la transformation, à ce moment-là, il est irremplaçable. Je crois que vous voyez cette distinction-là qui pour moi est centrale, et j'y reviendrai beaucoup, c'est-à-dire au fond, un processus transformationnel n'est pas possible avec une IA générative pour l'instant, parce qu'il relève de la fortuité du moment, la fortuité de l'action. C'est-à-dire en fait, je suis ici avec vous, et ce moment-là est irremplaçable. Il ne se reproduira jamais de la même façon. Il y a quelque chose d'inédit dans cette rencontre-là, qui peut faire dans tout ce qu'on aura évoqué ce matin, il y a peut-être un truc dont vous vous rappellerez, et qui sera possiblement transformateur. Avec les ressources, c'est très différent. Si je suis juste un médiateur de ressources, de ce côté-là, l'IA sera capable de faire des choses beaucoup plus rapides, beaucoup plus synthétiques et beaucoup plus crédibles que ce que je vais pouvoir utiliser. Explorer sans limite les ressources, produire une première réponse personnalisée, vous n'avez pas besoin de moi, etc. Alors, ce qu'elle a beaucoup de mal à faire aujourd'hui, c'est saisir la complexité d'une histoire singulière. Ça, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'elle brade beaucoup, elle brode beaucoup des généralités, en fait, des conseils à Madame Irmia, du genre votre question est complexe. Ça commence comme ça, j'ai l'impression d'entendre des hommes politiques qui disent la situation est complexe. Néanmoins,
garantir la pertinence réelle pour la personne. Alors vous comprenez que je fais vraiment une distinction assez centrale sur la question de la pertinence et sur la question du crédit. C'est pas parce que je fais confiance à une information que cette information est pertinente pour moi. Or, il y a beaucoup de mal sur la pertinence singulière. Ou alors il faudrait vraiment la questionner, faire des prompts de plus en plus précis pour lui demander la question de la situation, etc. Et très très vite, à un moment donné, le nombre de scénarios que vous évoquez est tellement important que c'est difficile pour nous et nous vous conseillons d'aller voir un professionnel de l'orientation. C'est très rigolo le moment où elle atteint ses propres limites sur le fait que non, là il y a trop de scénarios possibles. On ne peut pas. Alors celles qui sont vraiment éthiques s'arrêtent là, c'est-à-dire elles vous disent c'est pas possible, c'est pas possible. Et c'est vraiment intéressant d'aller jusqu'au bout de la logique en découvrant au fond que c'est bien là des limites, quoi. Et là elle a vraiment des limites. Le troisième point, c'est vraiment quelque chose qui moi m'interroge beaucoup en tant que psychologue depuis longtemps, c'est le leurre de la relation de confiance par l'IA générative. On est vraiment aujourd'hui dans des modèles d'IA générative qui produisent un leurre d'assertivité, c'est-à-dire qui manifestent de l'attention pour toi, avec plein de techniques d'écriture, par exemple, etc., de personnalisation, qui sont vraiment crédibles. Et quand on travaille avec les personnes âgées, par exemple, on est très très frappé de la conscience qu'elles ont que ce n'est pas une personne, et des bienfaits que ça produit. Donc vous en pensez ce que vous voulez, vous observez que pour beaucoup de gens, c'est une réponse à la solitude et qui nous envahit, et que d'une certaine façon, ce leurre, encore une fois, ce leurre de la confiance, du soutien, de la personnalisation, qui est réellement un leurre, a des impacts. Du coup, ça m'interroge beaucoup sur le coaching. Je sais pas, vous voyez, hein, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Hein, il y a plein de coachs aujourd'hui qui utilisent l'IA comme appui, hein, mais il y aura bientôt des coachings augmentés dans lesquels la centralité sera l'IA. Et on le voit apparaître, hein, donc du coup c'est une prémisse, mais on sent bien que ça va arriver parce que d'une certaine façon, on peut finalement jouer sur ces apports-là et on peut d'une certaine façon produire l'inédit de la rencontre dans ce processus-là. Alors, je voulais terminer, non pas par une note d'espoir, parce que je suis plein d'espoir, vous l'avez compris, hein, mais plutôt par... c'est un côté très religieux, tout ça. C'est-à-dire, au fond, l'humanité, comme dit Léon XIV, est-ce que réellement, il y a une centralité de la relation dans les choix éclairés? J'avais mis un point d'interrogation, en fait, au début. Puis je l'ai enlevé, quand même, en me disant, quand même, on ne va pas se mettre à douter de ça, quand même. Quoique, on peut en douter. Et du coup, peut-être pour prolonger, et puis peut-être pour terminer sur cet élément-là, c'est-à-dire que c'est vraiment l'idée de la singularité, et vous vous rappelez peut-être, pour les gens, la Silicon Valley a commencé par les premières prémices des IA génératives, elles se sont faites sur une université qui s'appelait l'Université de la Singularité. Pour les anciens, vous devez vous rappeler à quel point ça a été utilisé par tous les manières de la Silicon Valley pour la singularité, c'est l'homme augmenté, en fait, d'une certaine façon. Là, je parle d'une autre singularité, plutôt renvoyant à Paul Ricoeur et l'homme capable, c'est-à-dire, en fait, nous sommes uniques. Si un professionnel humain peut saisir la complexité d'une trajectoire, d'un contexte de vie dans leur globalité. Pour l'instant. Je le dis comme ça, mais pour l'instant, c'est important, avec vraiment ce que j'ai évoqué sur le fait que un processus de rencontre, c'est pas un processus de recueil de ressources. Et si on interroge aujourd'hui, je travaille sur les bifurcations professionnelles, hein, qu'est-ce qui fait que les gens ont fait ce qu'ils ont fait? C'est rarement les informations qui ont produit les bifurcations. C'est les contraintes, les hasards et les rencontres. Majoritairement, c'est les rencontres. Tu vois, un séjour à l'étranger, par exemple, enfin, toutes ces choses-là, c'est-à-dire que c'est le risque qu'on perçoit aujourd'hui, c'est nous empêcher de vivre des expériences parce qu'on ferait toute confiance à des ressources académiques agrégées. Or, l'expérience est irremplaçable. Tu ne peux savoir ce que tu as envie de faire qu'à partir du moment où tu t'es confronté au réel. Et le risque, c'est qu'on s'empêche de se confronter au réel. Donc c'est vraiment une difficulté qu'on a aujourd'hui, notamment avec des adolescents, dans lesquels le repli dans des mondes virtuels, les replis dans des mondes de ressources, des replis dans des mondes bienveillants, etc.,
les amène à refuser tout processus expérientiel qui, par nature, est incertain, par nature est perçu comme potentiellement dangereux, et avec des questions de retrait qui sont des vrais enjeux pour les adolescents aujourd'hui de santé psychique, tout simplement, qui aujourd'hui, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Deuxième chose, c'est que c'est un espace de subjectivité, c'est-à-dire on pourrait appeler de subjectivation, c'est-à-dire qu'on a absolument besoin de rencontrer quelqu'un qui est différent, et que cette rencontre, par nature, elle n'est pas prévisible, elle est inédite, c'est une rencontre, elle est par nature humaine, et il se produit des choses qui, par nature, sont imprévisibles. Pour reprendre les Grecs, c'est le kairos de la rencontre, c'est le temps opportun, c'est le moment qu'on saisit parce qu'il est là, parce que vous étiez là, parce que du coup vous croisez le regard de la personne, et que ça, d'une certaine façon, ça peut produire des processus de transformation qui sont au-delà des mots. On fait tout un travail aujourd'hui dans les processus d'accompagnement sur l'importance de la modalité et du lieu dans lequel on accompagne les publics. Et on est très frappé de voir que les processus de transformation ne sont pas tant liés au contenu de ce qu'on fait qu'à la modalité et l'interaction de ce qu'on fait. C'est pour ça qu'il y a des escape games cet après-midi, et je trouve, voilà, dès qu'on va vivre des expériences, immédiatement ces expériences sont possiblement transformatrices. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Le professionnel, il peut être aussi garant du libre arbitre. Alors le mot garant est peut-être un peu fort, mais en tout cas, il peut essayer de veiller à ce que la personne soit pas sous influence. Vous voyez, comme je le dis, hein, sous influence, ça veut dire que dépendante, dans laquelle elle a de plus en plus de mal à exercer son libre arbitre. Et là, il y a un enjeu éducatif, c'est-à-dire que si le libre arbitre ne devient pas un sujet éducatif, c'est quoi le sujet éducatif du moment ? Vous voyez, dans le moment qu'on traverse, si la question de la capacité à repérer des informations contradictoires, d'essayer de les mettre en discussion, de les mettre en délibération et de statuer pour se faire son point de vue, c'est peut-être la seule finalité éducative qui pourrait avoir du sens aujourd'hui dans le monde qu'on a traversé. C'est-à-dire que c'est plus tant la question de l'accès à la ressource, même de l'accès à la ressource technologique, hein, mais c'est bien la question de qu'est-ce qu'on croit pour faire monde commun aujourd'hui. Oui, et ça a des questions, des implications politiques, épistémiques, sociales qui sont monstrueuses aujourd'hui. Et on pourrait dire qu'il y a quelque chose autour d'une éthique incarnée, c'est-à-dire la présence, c'est pas un attribut d'une machine. J'aime bien cette phrase-là, c'est l'attribut, la machine, elle n'a pas de présence en fait. Elle nous leurre sur sa possible présence. Or, du coup, l'irremplaçabilité de la présence me paraît un enjeu aujourd'hui crucial. J'ai encore 5 minutes, c'est ça, hein, c'est ça. 10 ? Ah, c'est royal. Juste très vite sur, et du coup puisque j'ai évoqué l'éthique pour les professionnels, là encore une fois je parle des professionnels de l'orientation, mais je parle de tout le monde, hein, je parle des enseignants, je parle de tout le monde. C'est-à-dire qu'on a des enjeux éthiques aujourd'hui, c'est-à-dire que en fait l'émancipation, l'autonomie, est-ce qu'on peut garantir que la personne, malgré l'aide du lien, elle est en capacité d'être autonome dans son processus réflexif, c'est-à-dire qu'au fond l'appui reste un appui, reste pas une orientation décisive. Éthiquement, on va vite voir que c'est compliqué, mais en même temps, c'est peut-être un enjeu de le poser comme principe éthique. La deuxième chose, c'est la question de la confidentialité. Je reviens à ma littératie des IA génératives. On a un vrai enjeu par rapport à ça. Troisième chose, j'ai été beaucoup agacé par des collègues qui utilisent l'IA sans le dire aux gens, quoi. Et franchement, c'est notre transparence qui est importante. C'est-à-dire qu'on se fasse aider par un document ou qu'on se fasse aider par une IA ne pose pas de problème à partir du moment où on est relativement transparent et qu'on est capable d'analyser de manière et de co-analyser avec la personne les ressources qu'on va avoir à disposition. Et ce que je trouve important, c'est que la personne soit aussi en capacité de nous dire qu'effectivement elle a utilisé cette ressource-là. Et qu'on ne soit pas en concurrence avec elle, parce que ça ne présente pas beaucoup d'intérêt par rapport à ça. Il ne faut pas se leurrer, les gens feront des CV, feront des lettres de motivation en s'inspirant de tout ça, on y est déjà, et donc du coup, on pourra de moins en moins accorder de crédit à ces documents formels, on sera obligé de trouver d'autres indicateurs éducatifs, et puis peut-être un truc qui peut paraître une grande banalité, mais on a un vrai risque aujourd'hui d'augmentation de la discrimination sociale par les IA, de par les biais. Et donc du coup, le risque, c'est que tous les biais sociaux qui sont dans les IA génératives, ils seront reproduits dans ces mécanismes-là. Et donc du coup, nous, on a un souci par rapport à ça. Donc du coup, il y a des conséquences en termes de posture, il y a des conséquences en termes de méthode, il y a des conséquences en termes d'éthique, il y a des conséquences en termes de compétences, c'est-à-dire comment nous-mêmes, vous voyez, ici, autour de dans cette assemblée, peut-être que
ce petit échange de ce matin vous amène à penser des trucs que vous n'avez pas encore pensé. C'est un peu l'idée de cette conférence. Moi, quand j'ai fait ce travail, quand je dis que c'est un retour d'expérience, que j'ai fait cette expérience, toutes les fois, j'avais des nouvelles interrogations. C'était épuisant, d'ailleurs. C'était vraiment épuisant dans le sens où c'est jamais fini, en fait. Hein. À 23h hier au soir, j'ai refait le diaporama en me disant non, ça va pas, c'est trop compliqué, il faut revenir à l'essentiel, etc. Donc du coup, comment travailler avec les IA? Je voudrais terminer là-dessus, parce que c'est... j'ai encore une autre planche. Ça veut dire utiliser l'IA pour générer des pistes et élargir le champ des possibles. Aucun problème. Critiquer, analyser avec le bénéficiaire la pertinence des réponses obtenues. Remettre les résultats de la singularité dans la situation, c'est-à-dire les enjeux de la contextualisation. L'IA a beaucoup de mal à le faire. Décider. Et évaluer, c'est-à-dire, encore une fois, engager le processus de réflexivité par rapport à ce que vous avez déjà. Si vous intégrez dans un parcours éducatif, dans une conception de la fonction enseignante ou dans la conception d'une fonction d'appui aux personnes dans les tâches professionnelles, vous allez vite voir que si on arrive à outiller tout ça, si on arrive à le conceptualiser et si on arrive à l'outiller, on sera beaucoup plus à l'aise. Par contre, dire c'est bien ou c'est pas bien, ça n'a aucun intérêt, parce que de toute façon, c'est déjà là. Donc c'est plutôt, mon ami Yann Lebassé dirait, comment on reprend la main sur quelque chose qui est en train de nous dépasser. Et du coup, c'est un peu ça que je vous propose, c'est de dire, on a toute l'attitude aujourd'hui pour reprendre la main. Personne ne va mettre des caméras dans nos bureaux pour savoir ce qu'on fait avec les personnes. On n'en est pas là. Donc du coup, ça veut dire qu'on a une latitude du jeu dans nos pratiques professionnelles, à la fois individuellement et collectivement, qui sont précieuses. Et du coup, c'est la dernière diapo, je suis dans les temps. Vraiment, et je pense qu'il faut qu'on pense ensemble les métamorphoses en cours. Et je voudrais insister là-dessus, on est dans une métamorphose. On n'est pas dans un changement. Métamorphose, c'est quand les points de repère d'avant nous permettent plus de comprendre ce qui est en train de se passer. Et du coup, cette métamorphose, qui a déjà commencé avec les smartphones et avec la connexion au débit, on en est dans le stade ultime. Donc ça veut dire qu'elles ne vont pas la remplacer là complètement, par contre, elles vont le transformer en profondeur. Je pense qu'il faut intégrer l'idée qu'elles vont le transformer en profondeur, mais de la même manière par rapport à votre question, elles vont révolutionner les pratiques éducatives. Si vous avez des enfants au collège, observez. Écoutez comment ça modifie la relation à des dispositifs traditionnels éducatifs, comment l'absence d'expérience, comment le fait d'écouter tout le temps quelqu'un, etc., devient de plus en plus un problème de gestion de classe, et dans lequel, au fond, le seul intérêt de l'école, c'est de vivre des expériences partagées, communautaires, collectives, dans lesquelles on va pouvoir construire des connaissances ensemble. Alors du coup, je reviens vers Dewey, 1890, sur la philosophie empirique, c'est de dire learning by doing. Et s'il n'y a pas d'expérience, le risque qu'on a, c'est qu'en fait, les ressources, elles soient ailleurs, et qu'elles soient beaucoup plus faciles ailleurs. Deuxième point, régulation, développement de pratiques nouvelles, éthique professionnelle, sont des enjeux urgentissimes, et je pense que pour moi, c'est un peu un combat, c'est de dire on a des processus de régulation à pousser et il faut vraiment collectivement on le fasse. Et puis, redire qu'on est irremplaçable. Ça renvoie à la jolie livre de Cynthia Fleury, la philosophe, qui dit irremplaçable. Et je voudrais vous confirmer que nous sommes irremplaçables, parce qu'uniques. Merci beaucoup. On a quelques minutes pour des questions. Quelques questions. J'ai pas dû trop dépasser. J'ai dépassé mon temps de 5 minutes. On a encore quelques minutes pour une question. Réaction. Oui, réaction, parce que Ouais. je suis pas. Est-ce que vous pouvez juste revenir sur la différence métamorphose et changement? Oui. Comment vous dissociez ces deux notions? En fait, hier n'éclaire plus demain. On ne peut plus penser le futur au regard de l'histoire. Alors, vous voyez, disruption, c'est l'idée que les modèles qui nous organisés socialement, ils sont à la limite, et le processus de changement, il est pensé dans une idée de continuité. C'est-à-dire qu'en fait, on maintient de l'existant pour préserver, et du coup, la nouveauté, elle s'inscrit. Pour faire piagétien, c'est un processus d'accommodation, assimilation, accommodation, etc. La métamorphose, c'est vraiment une rupture épistémique, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a aucune lecture possible
ce que dit Benjo, qui est très frappant, il dit moi je voudrais qu'on s'arrête, parce qu'on n'est pas capable de penser ce qui peut arriver. Il le dit comme ça. On n'est pas capable de penser ce qui peut arriver. Et il faut qu'on s'arrête parce qu'on ne peut pas le penser. Et vous voyez la différence de la métamorphose, c'est-à-dire il n'y a plus rien qui est clair demain. Du coup, on navigue à vue. Mais alors, ce qu'il faut bien que vous perceviez, c'est qu'on navigue à vue individuellement, collectivement, technologiquement, et que ça a un côté un peu flippant. Et du coup, le recours aux IA, elles sont réponse à tout. Et du coup, plus tu as d'incertitudes, plus les IA sont géniales pour ça. Ça fait preuve de créativité. En fait, comme moi, je trouve que, de toute façon, c'est là. Donc, on n'a pas le choix. C'est comme à l'époque Internet, quand ça est arrivé, on a eu peur. On s'est dit, mais ça reste qu'un outil. Et comme tout outil, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et il est là, donc on peut l'utiliser. Et on sait que nos étudiants l'utilisent. Et moi, ça m'arrive de donner quelques cours aussi. Et on sait qu'ils l'utilisent. Et je pense que notre rôle à nous, en tant qu'adultes, en tant qu'enseignants, etc., c'est pas de dire qu'il ne faut pas l'utiliser. C'est de les accompagner à l'utilisation, mais de construire leur réflexion pour construire, par exemple, un CV, une lettre de motivation, faire un entretien, etc. Et c'est comme ça que je pense qu'il faut faire. Et quand vous parliez de jeu de rôle, d'expérience, c'est ça le cours qui... Enfin, pour moi, maintenant, l'enseignement, c'est faire, c'est passer à l'action, c'est faire des simulations, c'est les emmener voir quelque chose, c'est de les faire réfléchir ensemble, et après, il y a... puis voilà, pour faire votre CV, votre lettre de motivation, du moment où vous savez comment elle est construite et que c'est vous qui l'avez réfléchi, l'IA va vous l'écrire. Mais on est obligé de passer. De toute façon, je crois que c'est là, comme ça qu'il faut faire, pour vraiment faire cet accompagnement, parce qu'on n'a pas le choix. Et ça permet de la créativité. J'ai rien à dire de mieux. Oui. Je veux bien réagir sur deux points. Ce qui vient d'être dit, ça montre la mutation des métiers. Voilà, tous les métiers vont être concernés par l'IA d'une manière ou d'une autre. Et deuxième point sur lequel je voudrais réagir, c'est justement les niveaux de régulation qui aujourd'hui sont absents. C'est-à-dire qu'on a un IA Act européen qui dit, qui met quelques petites protections assez légères, on va dire. Et puis sinon, il n'y a absolument rien dans les organisations qui aujourd'hui dans cette salle peut dire, par exemple à l'UGA, ce qu'on nous dit sur l'utilisation de l'IA en tant que professionnel. Je pense que personne ne va lever la main. Et il y a énormément d'organisations qui sont dans cette situation. On parle de Shadow GPT, c'est-à-dire l'utilisation cachée de GPT, de ChatGPT, qui, chez les cadres, alors suivant les évaluations, c'est entre 40 et 60% de cadres qui utilisent l'IA dans leur travail sans le dire à l'employeur, ou avec un employeur qui fait comme si c'était pas utilisé. Enfin voilà. Donc on est vraiment à un niveau de régulation zéro dans les organisations. Il n'y a absolument pas de dialogue social là-dessus, sauf exception. Enfin, voilà. Donc franchement, il y a de quoi s'inquiéter sur finalement ce sujet qui est caché, qui n'est pas pris à bras le corps par les organisations. Et ça reste un sujet qui est, c'est de la responsabilité individuelle, comme d'ailleurs le CPF, comme d'ailleurs son parcours professionnel. Enfin, tout devient porté par la personne, sa volonté, sa capacité de choisir. Et donc, je pense que quand même, c'est un sujet qu'il faut arriver à faire remonter et à discuter. Mais pour l'instant, on est très très loin, à mon avis. Et moi, je suis très inquiète. J'ai rien de mieux à dire, c'est très bien dit et je partage ça. Ça sera la dernière question. C'était plus une réflexion générale. Peut-être que notre rôle aussi, c'est de voir comment on peut construire les ressources dédiées à l'orientation, puisque l'IA va bien piocher quelque part. Donc peut-être que pour orienter aussi les réponses qui pourraient être données, avoir une réflexion sur comment produire les contenus, construire les ressources d'orientation pourrait aider dans tout ça. Oui. Tout à fait. En sachant plus les ressources seront de qualité, plus il y a des chances que les ressources qui remontent soient de qualité. Et du coup, vous voyez le chantier qui s'ouvre à nous. C'est bien pour terminer, non? Merci en tout cas.